Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tous ces livres qui vont sortir à partir de début août jusqu'à la fin du mois de septembre et qui me font de l'œil. Évidemment, je ne vais pas les acheter dès leur sortie et cette vidéo n'a pas pour but de pousser quiconque à la consommation. Je voulais simplement compiler des livres à ajouter dans ma wishlist et que je lirai une fois qu'ils seront arrivés à la bibliothèque. Bref, pour cette liste, je me suis mise 2 contraintes, à savoir pas de suite de saga, sinon je n'allais plus m'en sortir, et pas de sortie en poche pour les mêmes raisons que les suites de saga, ce qui fait que j'ai repéré pas moins de 12 livres, et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai repéré, c'est le roman Serment de noirceur de Yelena, qui va paraître aux éditions Gulfstream le 13 août. Pour le résumer, on nous dit ceci. Accusée du meurtre du roi, la sorcière Lara Lefey attend son exécution dans une geôle froide et silencieuse. Face au juge venu recueillir ses derniers mots, elle retrace le fil de sa vie. Alors que les sorcières, élevées dans des sororités, n'ont pas le droit de tomber amoureuses, Lara s'éprend de Sabran, le fils du duc de Valgogne. Leur histoire est entachée par les obstacles de leur destin. Personnellement, je n'ai jamais lu un livre de cette autrice, même si j'ai toujours entendu des bons échos et que j'ai Rosace et Dragon, son roman de cozy fantasy, dans ma wishlist. Ce qui m'a directement interpellée dans ce roman, outre son ambiance qui a l'air absolument parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est le fait qu'un personnage va conter sa vie à quelqu'un d'autre, et ce n'est évidemment pas sans me rappeler les chroniques du tueur de roi de Patrick Rothfuss, qui est l'un de mes romans de fantasy préférés. Je poursuis avec plusieurs romans de la rentrée littéraire de chez Gallmeister, et le premier, c'est le premier tome de L'Empire de l'automne qui s'intitule Le clan des feuilles mortes. C'est écrit par A.S. Tamaki et ça sortira le 19 août. Par facilité, je vais à chaque fois vous lire le résumé que je trouve sur Livre Addict, et il nous dit ceci. On dit que l'Empire a retrouvé la paix. On dit que les luttes fratricides sont terminées. Mais ce qui a été brisé à Asemichi ne veut pas mourir. Aujourd'hui, Dieu et démons marchent parmi les hommes et une tempête se prépare. Sen est un prince en exil, rare survivant d'un clan qui a été décimé quand son père s'est rebellé contre l'Empire 17 ans plus tôt. Privé de son héritage, il est déterminé à réparer les crimes du passé, quel qu'en soit le prix. Rui est une paysanne dont le sort est inextricablement lié à celui de Sen depuis qu'elle lui a sauvé la vie. À la dérive, elle ne parvient pas à trouver sa place dans un monde qui ne semble pas vouloir d'elle, jusqu'au jour où un acte irréparable la force à affronter son destin. À présent, les intrigues politiques, la guerre civile naissante et l'ombre d'une vengeance divine menacent de plonger l'Empire dans le chaos. Sen et Rui se lancent alors dans une quête qui leur permettra de restaurer leur honneur perdu. Je suis assez surprise de trouver un roman de fantasy d'inspiration japonaise chez Gallmeister, mais ça m'intrigue et j'ai envie de voir si ce pavé de 700 pages peut m'offrir un réel dépaysement dans le Japon rural, mais je ne suis pas trop inquiète parce que je sais que Gallmeister choisit ses titres avec beaucoup de soin et c'est très rare que je sois déçue par la maison d'édition. Toujours le 19 août et toujours chez Gallmeister sortira le roman Earthwood écrit par Amity Gage. Je vous lis encore une fois la 4e de couverture. Au cœur des forêts du Maine, une randonneuse disparaît. Loin de sa destination finale sur le sentier des Appalaches, Valérie Gillis, 42 ans, ne donne plus signe de vie. Seule dans la nature sauvage, elle lutte pour survivre et écrit des lettres à sa mère pour ne pas sombrer. Les recherches s'organisent. Sur le terrain, l'enquête est menée par Beverly, une garde-chasse expérimentée qui fuit à un contexte familial difficile. Dans la maison de retraite où elle vit, Lena, qui a entendu parler du drame et croit reconnaître en Valérie sa fille disparue, s'improvise détective en chambre. Mais cette disparition ne semble pas accidentelle. Au fil des recherches se dessine peu à peu le portrait fragmenté de ces 3 femmes. À la fois immersion en pleine nature et roman psychologique, Earthwood explore la complexité et les failles des relations mère-fille, un roman lumineux sur notre éternel espoir de rédemption.
Je lis assez peu de thrillers et je pense que celui-ci pourrait beaucoup me plaire. En plus, on dirait que le thriller côtoie d'autres genres comme le nature writing, les secrets de famille et tout ça, ça me parle beaucoup. Dernier livre de chez Gellmeister à sortir le 19 août et qui m'intrigue, c'est le nouveau roman de Vera Buck qui s'intitule Un sombre été. Il faut savoir que depuis la sortie des Enfants loups en 2024, j'ajoute le roman qu'elle sort à chaque rentrée littéraire dans ma wishlist, mais je n'en ai encore lu aucun. Mais voilà, à chaque fois, les résumés m'intriguent beaucoup. D'ailleurs, le voici. Une villa délabrée vendue 1 € dans un village fantôme en Sardaigne. Pour Tilda, architecte allemande, c'est une aubaine. À la recherche d'un nouveau départ, elle souhaite rénover l'endroit et tourner la page sur son passé douloureux. Mais l'apparence idyllique du lieu est trompeuse, les cloches sonnent le dimanche comme par magie et l'on murmure qu'une malédiction plane sur la maison. Avec l'aide d'Enzo, un journaliste qui enquête sur ce village, Tilda tente de percer les mystères qui l'entourent. Lorsque Nino, son jeune frère venu lui rendre visite, disparaît soudainement, elle est prête à tout pour le retrouver. Tilda découvre alors, dans l'arrière-pays de l'île, une vérité plus sombre que n'importe quelle légende et qui semble étroitement liée à son passé. Car ceux qui s'installent à Boticali n'achètent pas seulement des murs, ils achètent aussi les secrets qu'ils renferment. Après Les Enfants loups et La cabane dans les arbres, Vera Buck signe un nouveau thriller envoûtant. Vous me mettez petit village en Italie, mystère et faux semblants, forcément, je signe directement. J'ai également repéré un roman young adulte qui m'a l'air plutôt sympathique, à savoir À l'ombre des cours d'eau, écrit par Loli Cherbonnel et publié aux éditions Didier Jeunesse. Le résumé nous dit ceci: Amy et Lysandre se rencontrent l'été de leurs 17 ans, à l'occasion de l'emménagement de Lysandre dans la maison d'à côté. Le cœur d'Amy bascule pour son nouveau voisin dès leur première interaction, et très vite, les deux adolescents ne se lâchent plus. L'amour vient remplir leur quotidien au bord des cours d'eau de la Drôme, où ils se donnent rendez-vous. Amy est convaincue que Lysandre est l'homme de sa vie et s'imagine leur futur ensemble. Mais la réalité la rattrape à l'approche du bac et des choix universitaires. Et s'ils aspiraient chacun à des vies totalement différentes, leur monde bascule le jour où elle est admise à Brest pour des études, tandis que Lysandre reste dans la région. Toutes ces certitudes seront alors ébranlées. Est-elle bien sûre de ce qu'elle veut? Ce n'est pas spécialement une priorité pour moi puisque je lis moins de romans young adultes, mais je pense malgré tout que ça pourrait me plaire. Et pour ceux qui sont intrigués par ce roman, rendez-vous dans vos librairies le 19 août. On passe désormais à un manga qui m'a directement fait de l'œil quand je l'ai vu, L'été qu'on n'a jamais quitté de Ito Ikado, qui sortira le 19 août aux éditions Pika. On nous dit: pour Suzuki et Tagaki, élèves de première, le temps semble s'être figé. Le 31 août recommence inlassablement et ils sont les seuls à se souvenir des journées qui se répètent. Selon eux, ils seraient bloqués ce jour-ci car Suzuki n'a pas pu accomplir tout ce qu'il a voulu faire cet été, notamment une chose particulièrement importante. Ensemble, ils vont tenter de briser la boucle, condamnés à revivre encore et encore cette même journée d'ici là. Normalement, je suis pas très fan des boucles temporelles et des voyages dans le passé, mais j'ai bon espoir que le mangaka parvienne à bien gérer cet aspect. Et puis, j'adore les mangas qui se déroulent en été. Je trouve qu'ils ont toujours une ambiance très particulière, à la fois douce et un petit peu mélancolique. Donc, j'ai hâte de découvrir ce premier tome. Toujours dans l'univers des mangas, j'ai repéré L'étrange boutique de Monsieur Nekomata, qui est écrit et dessiné par Monaka et publié aux éditions Rue de Sèvres dans leur collection Le Renard Doré. Sur la 4e de couverture, il est indiqué: dans la ville de Ciel-sur-Mer, Monsieur Nekomata est un antiquaire pour le moins singulier. À l'intérieur de sa boutique perchée au-dessus des nuages sont accueillis les humains égarés qui viennent s'échouer dans ce lieu où les objets ont une âme. Miyato, la dernière arrivée, ne cesse de se demander quand elle se réveillera de ce rêve étrange. Le temps de retrouver ses esprits et, en accord avec Monsieur Nekomata, elle devient vendeuse en contrepartie de la pension qu'il lui offre. Mais les jours passent et sa mémoire ne revient pas, jusqu'à obtenir une réponse qu'elle n'avait pas envisagée. J'aime beaucoup les mangas de cette collection, je les trouve toujours très doux, un peu hors du temps et je pense que celui-ci ne fera pas exception. Donc je vous donne rendez-vous le 26 août pour le découvrir.
Le 27 août sortira aux éditions Gallimard Jeunesse Un empire de sable de Ruta Sepetys. Personnellement, je connais l'autrice pour ses romans sur la Seconde Guerre mondiale. Elle revient dans un tout autre cadre. Je vous lis donc la quatrième de couverture. Détroit, année 1920, Marjorie Lennox est la plus jeune héritière d'une famille de magnats de l'industrie automobile. Créative et décalée, elle est rejetée par les siens et rêve de devenir styliste de mode. En cachette, elle rejoint une résidence d'artistes financée par un mystérieux bienfaiteur, mais bientôt, le bruit court que des femmes disparaissent. Franchement, cette histoire m'intrigue beaucoup. Je pense n'avoir lu aucun livre qui se passait à Détroit et encore moins durant l'âge d'or de l'industrie automobile, donc j'attends sa sortie avec beaucoup d'impatience. On passe désormais aux sorties du mois de septembre et la première qui m'a fait de l'œil, c'est le premier tome d'une nouvelle saga de manga qui s'intitule Fuguns and Iron. Elle est réalisée par la mangaka Ayaka Katayama et publiée aux éditions Pika à partir du 2 septembre prochain. On nous dit, dépouillée de son libre arbitre et de son système cognitif, l'humanité est entièrement soumise au mycélium. Ces derniers sont parvenus à parasiter les cerveaux humains et à contrôler toutes les strates de la société. Cependant, une anomalie s'apprête à corrompre le système en place. Dante, l'un des plus robustes soldats, décide de retrouver une jeune femme en dépit de l'ordre établi qui le lui interdit. Ainsi commence la rébellion née d'une étincelle d'espoir. Honnêtement, ce titre n'est pas sans me rappeler des classiques comme Pluto de Naoki Urasawa ou encore Ghost in the Shell. Je pense que ça peut être un manga à suivre de très près. Le 3 septembre, Philippe Besson sortira son nouveau roman aux éditions Julliard, la première phrase du premier livre. Le résumé nous dit ceci. Dans la vie de chaque écrivain, il existe un avant et un après le premier livre. En cherchant à saisir celui qu'il était avant ce basculement, Philippe Besson revisite 3 décennies, des années 1970 aux années 1990, croise son parcours affectif et intellectuel avec les grands repères de son temps. Né en 1967, il évoque une enfance rurale protégée, marquée par la figure d'un père instituteur, puis une adolescence où se révèle à la fois la cruauté des hommes devant la différence et un désir farouche d'émancipation. Le fracas du monde n'est alors qu'un écho lointain. Les années d'études en province, puis l'arrivée à Paris, dessinent le début d'une quête, celle d'une existence qui refuse les chemins tout tracés, celle d'un jeune homme qui s'arrache, presque malgré lui, à sa condition. Entre nouvelles amitiés et rencontres amoureuses, l'épidémie de sida le confronte brutalement à la perte de ses proches. C'est dans ce contexte que la littérature s'impose comme une révélation. Marguerite Duras et Hervé Guibert deviennent ses guides, éclairant le chemin vers l'écriture. La rédaction de son premier manuscrit dans le secret surgit comme une seconde naissance. La première phrase du premier livre est une machine à remonter le temps. Dans ce texte où se superposent souvenirs individuels et références culturelles communes, chacun reconnaîtra des fragments de sa propre existence, faisant de ce récit une expérience à la croisée de l'intime et de l'universel. C'est aussi une plongée dans la fabrique secrète de la fiction. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus lu du Philippe Besson. C'est un auteur dont j'appréciais le travail mais qui a fini par un petit peu me lasser. Je pense que j'ai laissé suffisamment d'eau couler sous les ponts et je suis curieuse de découvrir ce nouveau titre, d'autant plus que je pense que l'auteur excelle lorsqu'il se livre sans phare. On fait un bond dans le temps puisque le 16 septembre sortira la BD Portrait de Persil, écrit par Jean-Christophe Devenay et dessiné par Saïd Sassine. Le tout sera publié chez Glénat. Pour la 4e de couverture, on nous dit « Quand l'art transcende tout, une plongée fantastique au cœur des racines de la création ». Dans l'Europe d'un second empire alternatif, Lina, une jeune artiste peintre, se sent étouffée sous le poids du mariage et des conventions. Pour trouver un espace de création, elle décide de s'éloigner de la capitale et s'installe chez une amie au cœur d'un immense domaine forestier. Là, elle espère retrouver ce qu'elle a perdu, l'inspiration. Et à mesure que la jeune femme s'enfonce chaque jour un peu plus dans les bois, elle observe. Chaque mot présent dans ce résumé me parle et en plus j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle dégage quelque chose de très mystérieux, donc j'ai hâte de pouvoir me la procurer.
Et je termine cette vidéo avec une autre bande dessinée qui sortira le 25 septembre prochain, à savoir Fleur bleue de Alexandre Harlen et Justine Cunha, publiée aux éditions Dupuis. On nous dit ceci. À la mort de ses parents, Fleur doit gérer seule le domaine familial. Elle est heureusement soutenue par Narcisse avec qui elle entretient une relation épistolaire. De leur amitié profonde naît une jolie romance, mais petit à petit, Fleur commence à douter de lui ou d'elle-même. Jeune héritière convoitée, Fleur attire de nombreux prétendants qui disparaissent tous mystérieusement. Comment relier ces deux récits? Que cache la clé qu'elle garde autour du cou et que signifient les papillons qui gravitent sans cesse autour d'elle? Personnellement, l'histoire m'intriguait déjà beaucoup, mais le fait que ce soit une réécriture du mythe de Barbe Bleue attise encore plus ma curiosité. Franchement, j'ai hâte de découvrir le travail de ce duo. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel de ces livres vous fait le plus envie dans l'espace des commentaires et n'hésitez pas également à me faire part des sorties à venir qui vous font également de l'œil. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.